Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, enfin, j'ai terminé la lecture des Rougon-Macquart d'Émile Zola avec le Docteur Pascal, le 20e et dernier roman de cette fresque qui relate l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Ce dernier roman en est la conclusion, en est l'apothéose peut-être, le terme est sans doute un peu exagéré, mais en tout cas, le roman qui rassemble ceux qui précèdent et qui ouvre peut-être sur ceux qui pourraient suivre. Et ce roman, le Docteur Pascal, au tout début, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve l'arbre. L'arbre généalogique confectionné par le Docteur Pascal lui-même à partir de sa propre famille. Et ce Docteur Pascal, c'est un savant qui se passionne pour l'hérédité et qui étudie sa propre famille touchée par des tares héréditaires qui sont souvent graves. Et d'ailleurs, le fait que le Docteur Pascal fouille dans les défauts, dans les noirceurs de cette famille-là, ne plaît pas à certains membres de sa famille, en particulier à sa mère, qui, tout au long de ce livre-là, va tout faire pour détruire non seulement l'arbre généalogique, mais toutes les études faites par le Docteur Pascal sur sa propre famille, cette famille dont on a suivi le destin durant les 19 romans précédents et dont on continue à suivre le destin, car certains personnages de la famille sont à nouveau présents ou deviennent présents dans ce roman-là. Donc cette famille-là, on la retrouve comme objet d'étude, le Docteur Pascal étant une sorte de double d'Émile Zola. Également dans l'histoire d'amour assez particulière qui va naître dans ce livre-là. Une histoire d'amour qui peut avoir des parallèles avec ce que vit Émile Zola lui-même, même si le roman est dédié à la mémoire de ma mère et à ma chère femme. Je dédie ce roman qui est le résumé et la conclusion de toute mon œuvre. Et pourtant, le personnage féminin de ce roman, Clotilde, fait penser à la maîtresse d'Émile Zola, de par la différence d'âge entre le Docteur Pascal et celle qu'il aime, qui se trouve être, par ailleurs, sa nièce. Aujourd'hui, ce genre d'amour nous paraît assez problématique. Il semblerait que ça le soit moins à l'époque, même si les rumeurs de la ville, la petite ville de Plassans, où on a déjà vu plusieurs romans se dérouler, ça passe pas très bien. Et pourtant, c'est un amour qui semble pur et qui est un bel amour dans la manière dont le décrit Émile Zola. Mais ce roman-là, en plus d'être un roman d'amour, c'est le roman de la médecine et de la science surtout. Et le roman qui reprend cette histoire familiale pour lui donner sens, pour lui donner aussi sa conclusion. Et c'est le roman aussi qui rassemble les personnages éparpillés dans les 20 romans précédents. Il y a par exemple un moment dans le roman, vers le début, où 5 générations
se retrouvent au même endroit. Et le docteur Pascal est lui-même complètement fasciné par cette présence des 5 générations. Alors, ce fut pour Pascal une émotion extraordinaire. Il avait pris le bras de Clotilde. Clotilde, c'est sa nièce, celle avec qui il va avoir une histoire d'amour, pas encore. Présente ici, elle a été en fait élevée par lui, alors qu'elle est la fille de son frère, Saccard. Mais une fille dont le père s'est un peu débarrassé, comme il l'a fait pour un autre de ses enfants. Bref, il avait pris le bras de Clotilde, il le serrait violemment sans qu'elle pût comprendre. C'était que devant ses yeux s'évoquait toute la lignée, la branche légitime et la branche bâtarde. La branche légitime, c'est les Rougon, et la branche bâtarde, les Macquart, qui avaient poussé de ce tronc. Le tronc, c'est Tante Dide, Adélaïde Fouque, l'ancêtre qui, dans ce roman-là, à l'âge de 104 ans, est encore vivante, même si elle est retirée du monde, même si elle ne parle plus, elle ne bouge plus. C'est que devant ses yeux s'évoquait toute la lignée, la branche légitime et la branche bâtarde, qui avaient poussé de ce tronc, lésé déjà par la névrose. Les 5 générations étaient là, en présence, les Rougon et les Macquart, Adélaïde Fouque à la racine, puis le vieux bandit d'oncle, puis lui-même, puis Clotilde et Maxime, et enfin Charles. Félicité comblait la place de son mari mort. Il n'y avait pas de lacune, la chaîne se déroulait, dans son hérédité logique et implacable. Et quel siècle évoqué au fond du cabanon tragique, où soufflait cette misère venue de loin, dans un tel effroi que tous, malgré l'accablante chaleur, frissonnèrent. La présence des 5 générations qui fascine le docteur Pascal. Ce docteur Pascal qui passe sa vie à étudier sa famille. Il passe aussi sa vie à essayer de trouver des remèdes nouveaux qui ne marchent d'ailleurs pas vraiment. Donc c'est vraiment le savant qui cherche et qui se passionne pour ce qu'il a à faire pendant sa longue vie de célibataire qui va cesser dans ce livre-là. Mais on retrouve donc toute la famille. Et dans une armoire qu'il ferme soigneusement parce que sa mère veut brûler ce qu'il y a dans cette armoire, parce qu'il y a des révélations sur les côtés sombres de la famille des Rougon-Macquart, et Dieu sait s'il y a des côtés sombres. Quand on a lu les romans précédents, on comprend bien que certains personnages sont à cacher. Mais ici, ils ne sont pas cachés. Et on a une sorte de résumé de toute l'histoire de cette famille. Si on n'a pas lu les romans des Rougon-Macquart, on peut lire les quelques pages où le docteur Pascal montre à Clotilde l'arbre généalogique et les papiers qu'il accumule sur les membres de sa famille. C'était d'abord les origines, Adélaïde Fouque, la grande fille détraquée, la lésion nerveuse première, donnant naissance à la branche légitime, Pierre Rougon, et aux 2 branches bâtardes, Ursule et Antoine Macquart. Toute cette tragédie bourgeoise est sanglante dans le cadre du coup d'État de décembre 1851. Alors on a déjà le résumé du premier livre en fait. Et puis ça continue par les autres personnages. Ensuite, la meute des appétits se trouvait lâchée. L'appétit souverain du pouvoir chez Eugène Rougon, le grand homme. Et
Et ça continue. Chez Aristide Saccar, l'appétit se ruait aux basses jouissances, à l'argent, à la femme, au luxe, une faim dévorante, etc. etc. On parcourt l'ensemble de ce qu'on a lu. Et évidemment, quand, comme moi, on a passé beaucoup de temps dans ces livres-là, qu'on les a tous lus, il y a tout d'un coup plein de choses qui reviennent. Le nœud des deux branches se faisait alors, la légitime et la bâtarde. Marthe Rougon épousait son cousin François Mouret, un paisible ménage lentement désuni, etc. Des trois enfants, Octave Mouret était le conquérant audacieux, l'esprit net résolu à demander aux femmes la royauté de Paris, tombé en pleine bourgeoisie gâtée, faisant là une terrible éducation sentimentale, passant du refus fantasque de l'une au molle abandon de l'autre, goûtant jusqu'à la boue les désagréments de l'adultère. Pobouille. Ici, puis ensuite, évidemment, le même personnage évoqué dans Au bonheur des dames et Octave Mouret victorieux, révolutionnel au commerce, etc., etc. On a vraiment toute la famille qui défile. Et Gervaise Macquart arrivait avec ses 4 enfants. Gervaise bancale, jolie et travailleuse, que son amant Lantier jetait sur le pavé des faubourgs, où elle faisait la rencontre du zingueur Coupeau, le bon ouvrier, panoceur qu'elle épousait, si heureuse d'abord, ayant 3 ouvrières dans sa boutique de blanchisseuse. Voilà, encore une fois, on retrouve toute l'histoire de l'Assommoir. Étienne, à son tour, chassé, perdu, arrivé au pays noir par une nuit glacée de mars, descendait dans le puits vorace, etc. Bon, Germinal, enfin, je passe cette partie-là, mais on retrouve tout. On retrouve tout. Le docteur Pascal, c'est tout sur cette famille-là. Et le drame du docteur Pascal, passionné d'hérédité, c'est de ne pas avoir d'enfant. C'est cette vie vouée à la science où les femmes ne sont pas présentes. Il y a sa vieille gouvernante ou sa vieille bonne qui l'aime en secret, mais lui ne s'en rend pas compte ou s'en rend compte seulement tout à la fin. Et puis il y a cette enfant qu'il recueille, la fille de son frère, Clotilde, qui petit à petit devient une femme avec qui il entre en conflit parce qu'elle est attirée par le mystère derrière les choses, parce que son esprit est sensible à la religion comme l'esprit d'autres membres de la famille des Rougon-Macquart. Évidemment, l'abbé Mouret, mais aussi Angélique, celle du rêve, et d'autres. Et donc, petit à petit se noue une histoire d'amour entre ce neveu et sa nièce. Mais cette histoire, évidemment, n'est pas du goût de tous, et cette histoire, forcément, ne se terminera pas bien. Mais avant d'évoquer la fin de cette histoire-là, il y a une autre scène qui est peut-être une conclusion sur la vie de cette famille, ou peut-être pas encore une conclusion. Il y aura une conclusion et j'y reviendrai après, mais j'ai évoqué avant la présence des 5 générations dans le même endroit. Un peu plus tard, au même endroit, c'est-à-dire dans la chambre où vit désormais tante Dide, Adélaïde Fouque, l'ancêtre, dans cet asile où elle végète, il y a le tout dernier de la tribu qui est un enfant le mot qui me vient, c'est dégénéré, évidemment, c'est un terme
qui a beaucoup trop d'écho négatif, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire c'est une fin de race, quoi. C'est un gamin qui a jamais pu se développer, qui reste faible, qui est une sorte de symbole de la dégénérescence qui touche cette famille. Et les deux, arrière-grand-mère et l'arrière-arrière-petit-fils se retrouvent l'un face à l'autre. Et voilà ce qui arrive. L'enfant va commencer à saigner du nez et ce saignement va le vider de son sang. Des minutes encore se passèrent. Le petit filet rouge s'était élargi. Les gouttes se suivaient plus rapides, avec le léger clapotement monotone et entêté de leur chute. Et Charles c'est l'enfant. Charles, à un moment, s'agita, ouvrit les yeux, s'aperçut qu'il était plein de sang. Mais il ne s'épouvanta pas. Il était accoutumé à cette source sanglante qu'il sortait de lui, aux moindres heures. Il eut une plainte d'ennui. L'instinct pourtant dut l'avertir. Il s'effara ensuite, se lamenta plus haut, balbutia un appel confus. « Maman, maman !» Sa faiblesse déjà devait être trop grande, car un engourdissement invincible le reprit. Il laissa retomber sa tête, ses yeux se refermèrent, il parut se rendormir, comme s'il eût continué en rêve sa plainte, le doux gémissement de plus en plus grêle et perdu. Maman, maman. Les images étaient inondées, le velours noir de la veste et de la culotte soutachée d'or se souillait de longues rayures. Et le petit filet rouge entêté s'était remis à couler de la narine gauche, sans arrêt, traversant la mare vermeille de la table, s'écrasant à terre où finissait par se former une flaque. Un grand cri de la folle, un appel de terreur aurait suffi, mais elle ne criait pas. Elle n'appelait pas, immobile, avec ses yeux fixes d'ancêtre qui regardaient s'accomplir le destin, comme desséchés là, noués, les membres et la langue liés par ces 100 ans, le cerveau ossifié par la démence, dans l'incapacité de vouloir et d'agir. Et cependant, la vue du petit ruisseau rouge commençait à la remuer d'une émotion. Un tressaillement avait passé sur sa face morte, une chaleur montait à ses joues. Enfin, une dernière plainte la ranima toute. Maman, maman. Alors, il y eut chez tante Dide un visible et affreux combat. Elle porta ses mains de squelette à ses tempes, comme si elle avait senti son crâne éclater. Sa bouche s'était ouverte toute grande, et il n'en sortit aucun son. L'effrayant tumulte qui montait en elle lui paralysait la langue. Elle s'efforça de se lever, de courir, mais elle n'avait plus de muscles. Elle resta clouée. Tout son pauvre corps tremblait dans l'effort surhumain qu'elle faisait ainsi pour crier à l'aide, sans pouvoir rompre sa prison de sénilité et de démence. La face bouleversée, la mémoire éveillée, elle dut tout voir. Et ce fut une agonie lente et très douce, dont le spectacle dura encore de longues minutes. Charles, comme rendormi, silencieux à présent, achevait de perdre le sang de ses veines qui se vidaient sans fin, à petit bruit. Sa blancheur de lys augmentait, devenait une pâleur de mort. Les lèvres se décoloraient, passaient à un rose blême. Puis les lèvres furent blanches. Et près d'expirer, il ouvrit ses grands yeux. Il les fixa sur la trisaïeule qui put y suivre la lueur dernière. Toute la face de cire était morte déjà, lorsque les yeux vivaient encore. Ils gardaient une limpidité, une clarté. Brusquement, ils se vidèrent, ils s'éteignirent. C'était la fin, la mort des yeux. Et Charles était mort sans une secousse, épuisé, comme une source dont toute l'eau s'est écoulée.
La vie ne battait plus dans les veines de sa peau délicate. Il n'y avait plus que l'ombre des cils sur la face blanche. Mais il restait divinement beau, la tête couchée dans le sang, au milieu de sa royale chevelure blonde, épandue, pareil à un de ces petits dauphins exsangues qui n'ont pu porter l'exécrable héritage de leur race et qui s'endorment de vieillesse et d'imbécilité dès leurs 15 ans. L'enfant venait d'exhaler son dernier petit souffle lorsque le docteur Pascal entra, suivi de Félicité et de Clotilde. Et dès qu'il eut vu la quantité de sang dont le carreau était inondé, « Ah mon Dieu !» s'écria-t-il, « c'est ce que je craignais, le pauvre mignon. Personne n'était là. C'est fini. » Mais tous les trois restèrent terrifiés devant l'extraordinaire spectacle qu'ils eurent alors. Tante Dide, grandie, avait presque réussi à se soulever, et ses yeux fixés sur le petit mort, très blanc et très doux, sur le sang rouge répandu, la mare de sang qui se caillait, s'allumait d'une pensée après un long sommeil de 22 ans. Cette lésion terminale de la démence, cette nuit dans le cerveau, cette réparation possible, n'était pas assez complète sans doute pour qu'un lointain souvenir emmagasiné ne pût s'éveiller brusquement, sous le coup terrible qui la frappait. Et de nouveau, l'oublié vivait, sortait de son néant, droite et dévastée, comme un spectre de l'épouvante et de la douleur. Un instant, elle demeura haletante, puis, dans un frisson, elle ne put bégayer qu'un mot. « Le gendarme ! Le gendarme !» Pascal, Félicité et Clotilde avaient compris. Ils se regardèrent involontairement. Ils frémirent. C'était toute l'histoire violente de la vieille mère, de leur mère à tous, qui s'évoquait, la passion exaspérée de sa jeunesse, la longue souffrance de son âge mûr. Déjà 2 chocs moraux l'avaient terriblement ébranlé. Le premier, en pleine vie ardente, lorsqu'un gendarme avait abattu d'un coup de feu comme un chien son amant, le contrebandier Macquart. Le second, à bien des années de distance, lorsqu'un gendarme encore, d'un coup de pistolet, avait cassé la tête de son petit-fils Silvère, l'insurgé, la victime des haines et des luttes sanglantes de la famille. Du sang, toujours, l'avait éclaboussé. Et un troisième choc moral l'achevait. Du sang l'éclaboussait, ce sang appauvri de sa race qu'elle venait de voir couler si longuement et qui était par terre, tandis que le royal enfant blanc, les veines et le cœur vide, dormait. La fin d'une race, ce terme de race, là aussi, je parlais du mot dégénéré avant qui ne convient pas, ou qui peut-être à l'époque, oui, était le mot qui venait, comme le mot race. Aujourd'hui, il y a tout un siècle de crimes au nom de la race qui ont terni ce mot-là. C'est un mot qui évidemment n'a plus lieu d'être, mais cette mort de l'ancêtre, évidemment, c'est la fin aussi. La mort de l'ancêtre, qui suit la mort de l'arrière-arrière-petit-fils. Alors, est-ce que c'est fini ? Est-ce que la famille Rougon-Macquart, avec ces 2 morts-là, c'est fini ? C'est terminé ? À un moment, on peut le croire. D'autres personnages vont mourir. Il y a la mort de Antoine Macquart, le fils de tante Dide, qui meurt de combustion spontanée, noyé ou brûlé littéralement par l'alcool. Il y a aussi la mort du docteur Pascal. Alors qu'y reste-t-il ? Beaucoup sont déjà morts, et on nous rappelle dans le roman ceux qui sont déjà morts. Gervaise et ses enfants, Claude, le peintre, Jacques Lantier,
chauffeur de locomotive et l'assassin. Nana, tous ceux-là sont morts, et d'autres encore. Mais il en reste des vivants qui ont des enfants. Il y a tout d'un coup, malgré la mort de beaucoup de gens de cette famille, l'idée que cette famille va quand même survivre. Et dans les recherches du docteur Pascal, il apprend que certains de ses neveux, de ses cousins, après les liens de parenté sont compliqués, ont des enfants. Celui qui lui donne le plus d'espoir, c'est Jean Macquart, le héros de la Terre et de la débâcle, le paysan qui se trouve avoir plusieurs enfants en pleine santé, mais il y a aussi un enfant très loin, à Nouméa, qui est le fils d'Étienne Lantier, ou la fille, je ne sais plus. Et il y en a d'autres. Chez les Mouret, du côté du Bonheur des Dames, il y a aussi des enfants. Et puis, surtout, ce qui va faire que, au fond, les Rougon-Macquart d'Émile Zola n'ont pas véritablement de fin, c'est l'arrivée de l'enfant de Pascal et Clotilde. Enfant que le père ne verra jamais, mais à la fin du roman, à la fin du cycle de romans, on se retrouve avec cette impression que ça peut recommencer, que quelque chose naît. Et d'ailleurs, c'est la fin de plusieurs romans des Rougon-Macquart. C'est la fin de Germinal, par exemple. La germination qui arrive. C'est la fin de la Terre aussi, avec une autre germination. C'est très souvent avec cette note d'espoir que se terminent les romans des Rougon-Macquart et la fin de tout le cycle aussi. Clotilde est seule avec son enfant et elle lit les papiers laissés par le docteur Pascal, l'arbre généalogique. Il ne reste plus que ça parce qu'entre deux, il y a une scène assez terrible où, juste après la mort du docteur, sa mère et la bonne, qui s'appelle Martine, vont aller brûler la plupart des papiers parce que non, il ne faut pas salir la réputation de la famille. Et il ne reste plus que l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, le seul document intact, était joint à l'enveloppe et Clotilde apporta le tout sur la table près du berceau. Quand elle eut sorti les débris un à un, elle constata ce dont elle était déjà à peu près certaine, que pas une page entière de manuscrit ne restait, pas une note complète ayant un sens. Je passe un petit bout, puis alors Clotilde eut la curiosité de déplier et d'étaler sur la table l'arbre généalogique. Une émotion l'avait gagnée. Elle était toute attendrie par ces reliques. Et lorsqu'elle relut les notes ajoutées au crayon par Pascal, quelques minutes avant d'expirer, des larmes lui vinrent aux yeux. Avec quelle bravoure il avait inscrit la date de sa mort. Et comme on sentait son regret désespéré de la vie dans les mots tremblés annonçant la naissance de l'enfant. L'arbre montait, ramifiait ses branches, épanouissait ses feuilles, et elle s'oubliait longuement à le contempler, à se dire que toute l'œuvre du maître était là, toute cette végétation classée et documentée de leur famille. Elle entendait les paroles dont il commentait chaque cas héréditaire, elle se rappelait ses leçons. Mais les enfants surtout l'intéressaient. Le confrère auquel le docteur avait écrit à Nouméa pour obtenir des renseignements sur l'enfant né d'un mariage d'Étienne au bagne s'était décidé à répondre. Seulement il ne disait que le sexe, une fille. Je me posais la question avant, donc c'est bien une fille. Et qui paraissait bien portante. Octave Mouret avait failli perdre la sienne, très frêle, tandis que son petit garçon
continuait à être superbe. D'ailleurs, le coin de belle santé vigoureuse, de fécondité extraordinaire, était toujours à Valqueyras, dans la maison de Jean, dont la femme, en 3 années, avait eu 2 enfants et était grosse d'un 3e. La nichée poussait gaillardement au grand soleil, en pleine terre grasse, pendant que le père labourait et que la mère, au logis, faisait bravement la soupe et torchait les mioches. Il y avait là assez de sève nouvelle et de travail pour refaire un monde. C'est intéressant ça, refaire un monde. On sort de la débâcle, de la fin de ce Second Empire. Tout est à reconstruire en France, refaire un monde. Clotilde, à ce moment, crut entendre le cri de Pascal. Ah, notre famille, que va-t-elle devenir? À quel être aboutira-t-elle enfin? Et elle-même retombait à une rêverie devant l'arbre prolongeant dans l'avenir ses derniers rameaux. Qui savait d'où naîtrait la branche saine? Peut-être le sage, le puissant attendu, germerait-il là? Un léger cri tira Clotilde de ses réflexions. La mousseline du berceau semblait s'animer d'un souffle. C'était l'enfant qui, réveillé, appelait et s'agitait. C'est cet enfant, évidemment, qui peut-être sera le puissant attendu, le sage, celui qui redonnera sa vitalité à cette famille si atteinte par l'hérédité. Et ça se termine donc sur cet enfant, sur Clotilde souriait à l'enfant qui tétait toujours, son petit bras en l'air, tout droit, dressé comme un drapeau d'appel à la vie. Avec ce sentiment, donc, à la fin des 20 romans des Rougon-Macquart, que ça ne fait que commencer, ou que recommencer. Pourtant, la vie de cet enfant, quelle sera-t-elle? Zola n'a évidemment pas écrit le roman de ce personnage-là, il n'a même pas de nom, cet enfant. Mais on s'en vient à penser que cet enfant vivra dans un monde dur, lui aussi, qu'il vivra la Première Guerre mondiale, et que donc l'espoir d'une fin heureuse, peut-être, va sans cesse être repoussé. Qui sont les Rougon-Macquart d'aujourd'hui? Où sont-ils? Que font-ils? Voilà les questions qu'on se pose à la fin de ces 20 livres qui nous ont emmenés dans toutes les couches de la société française de cette période-là, et qui s'ouvrent sur une vie nouvelle, sans fin. Voilà, c'était ce que je pouvais dire, arrivé au terme de ce marathon de lecture des Rougon-Macquart de Zola, arrivé épuisé peut-être à la fin, avec l'envie d'aller voir ailleurs. Le style de Zola est un style flamboyant, est un style lyrique, mais qui parfois fatigue, et qui d'autres fois peut susciter un enthousiasme. Il est capable de montrer des scènes, la scène de la mort de Tante Dide ici par exemple, et du petit Charles est extraordinaire, et il y en a des scènes comme ça dans Zola à foison. Mais voilà, c'est une aventure qui se termine, mais bien évidemment, on n'en a jamais terminé avec ce genre d'œuvre-là, parce que la vie renaît,
parce que on a envie de retourner y voir. Forcément, j'y reviendrai un jour.